Nous allons poser toutes les questions, effectivement. Pourquoi nous sommes en Europe? Parce que le 15 octobre, hier, il y a eu le lancement de Make Europe Healthy Again. Que l'Europe soit à nouveau en bonne santé. Et bon, parce qu'elle était malade, écoutez, politiquement, on peut se poser des problèmes. Économiquement, on se pose encore plus de problèmes. Et du point de vue de la santé, eh bien, on se pose énormément de problèmes. Quels problèmes se pose-t-on? Eh bien, des problèmes assez graves, assez majeurs. Et nous avons un certain nombre de personnes qui sont là et qui sont en train, effectivement, des Américains, des Autrichiens et des Français qui se posent la question. Vous savez, vous avez vu, il y a eu 5 ans, vous vous rappelez, il y a 5 ans, confinement, vaccins, soignants suspendus, etc. Eh bien, on n'en est pas encore sorti vraiment. Et on nous annonce qu'il y a une nouvelle vague qui arrive, et une nouvelle vague peut-être de vaccination. En tout cas, Vincent Pavant, bonjour. Bonjour André Barkov. Vincent Pavant, je suis content que vous vous retrouviez. Vous êtes mathématicien, je le rappelle. Vous avez écrit plusieurs livres sur ce qui s'est passé dans cette espèce de sidération planétaire qu'il y a eu avec le Covid. Alors, vous êtes là pour Make Europe Great Again. Je rappelle que c'est des déclinaisons, et c'est normal, d'abord de MAGA, Make America Great Again, et de MAHA, Make America Healthy Again. On en a parlé très longuement avec le docteur Robert Malone. C'était tout à fait passionnant. Il raconte ce qui se passe là-bas aux États-Unis. Alors, Vincent Pavant, si on regarde l'Europe, on est à Bruxelles ici, ce qu'a fait l'Union européenne et ce que fait la France. Est-ce qu'on est très loin du compte aujourd'hui encore? On est très loin du compte, d'abord parce que, comme ça a été rappelé plusieurs fois, normalement, l'Europe n'a pas vocation à décider des politiques sanitaires pour les États qui doivent rester... Elle reste nationale, ces politiques. Elle reste nationale, normalement, d'où le gros problème avec le fait que Mme von der Leyen décidait toute seule, par exemple, de négocier des contrats de vaccination directement avec Pfizer et d'imposer des AMM conditionnels pour les vaccins depuis l'EMA. Et une fois qu'une autorisation de mise sur le marché est décidée par l'Europe, en fait, les États nationalement ne peuvent pas s'y opposer. Donc en fait, effectivement, on a un gros problème avec le fait que l'Europe finalement ait pris en main la santé en termes de politique européenne. Parce qu'elle l'a prise en main. Non, parce que c'est très intéressant, attendez, Vincent Pavant, parce que c'est un problème. Les gens ne savent pas, les gens pensent encore que la santé, que c'est le ministère de la Santé, le gouvernement, le président français qui décide la politique sanitaire de la France. Vous dites aujourd'hui, non, en fait, ça a été pris en main par l'Union européenne, on le sait par les vaccins, mais aujourd'hui on peut dire c'est l'Union européenne, la Commission européenne qui décide la politique française de tout le monde. Alors en tout cas, les agences liées à l'Europe, comme l'EMA, effectivement, qui ont la possibilité de décider que des produits vont être mis sur tous les marchés européens, même si ces États particuliers, les uns après les autres, n'ont pas eux-mêmes légiféré là-dessus. Donc oui, il y a un pouvoir de l'Europe de décider pour la santé des pays particuliers, sans que ces derniers finalement ne puissent s'y opposer. Et on l'a très bien vu sur les vaccins, puisque les États ont été obligés de payer de leur poche ce qui avait été négocié par Mme von der Leyen, ce qui a donné d'ailleurs, on se rappelle, la plainte de M. Baldan. La plainte de M. Baldan est basée sur le fait que l'État belge a payé en fait pour ces vaccins qui ont été négociés en fait par l'Europe. Donc en réalité, oui, il y a un problème de compétence et c'est un des enjeux justement de tous ces mouvements qui vont naître dans les pays donc, de l'Union européenne sous l'égide de ce Make Europe Healthy Again, donc comme vous l'avez très bien dit, qui est la déclinaison européenne de ce qui s'est passé aux États-Unis, donc Make America Healthy Again, donc le mouvement de Kennedy Jr., on peut le signaler. Bien sûr. Donc qui obtient beaucoup de résultats en ce moment et on n'en parle pas beaucoup dans la presse mainstream, on va dire. C'est vrai, on n'en a pas assez. Exactement, heureusement que des médias comme Toxin s'en saisissent parce que on parle tout simplement aux États-Unis en ce moment de remettre en cause le calendrier vaccinal pour les enfants, de faire sauter les obligations vaccinales. L'État de Floride a déjà décidé de faire sauter les obligations vaccinales donc, des enfants. Et c'est ce qui a été rappelé par M. Malhotra dans le discours hier qui s'est tenu donc, au Parlement européen en disant que la médecine doit rester un contrat entre un médecin et un patient et que l'État n'avait pas effectivement à se mêler d'obligations. Il fallait quelque part mon corps, mon choix, on peut le rappeler, qui était un slogan. Et le consentement libre et éclairé. Exactement. Alors le consentement libre et éclairé, on avait justement un atelier là à l'instant avant de venir vous rejoindre
sur comment diffuser une information scientifique qui justement permette aux médecins de se faire une opinion tout à fait éclairée, que lui-même puisse ensuite choisir avec son patient dans tout ce qu'il y a de plus individualisé, parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir de médecine collective, c'est quelque chose qui n'existe pas. À chaque patient correspond ses cas. Chaque patient, sa spécificité. Exactement, notamment la fameuse balance bénéfice-risque, on le savait pour le Covid, qui fait que les vaccins Covid n'étaient absolument pas avantageux pour les plus jeunes, parce qu'ils ne risquaient rien pour le Covid, et on a vu... Sans parler des femmes enceintes, etc. Alors exactement, etc. les femmes enceintes, et ça explose vraiment en ce moment. Pour les jeunes, on savait qu'il y avait des problèmes de myocardite, etc. Très tôt. Pourtant, on l'a rendu quasiment obligatoire. Et par conséquent, il faut vraiment que ce soit décidé de manière vraiment spécifique entre le médecin éclairé, qui est capable de loyalement donner une information à son patient, qui lui-même va pouvoir choisir en fonction de ce dont il a besoin pour lui-même. Donc en réalité, oui, il y a des gros problèmes sur la manière avec laquelle peuvent se diffuser cette information. Et à ce titre, je tiens à signaler, donc, dans l'actualité, pour moi-même et Madame Emmanuelle Darle, vous savez que pendant quelques années, on a fait pas mal de statistiques sur les effets indésirables des vaccins. Effectivement, en particulier, quand on avait fait les affiches de Toulouse, donc un effet indésirable grave pour 100 injections, qui était vraiment une statistique absolument effrayante. Oui, exact, et officiel et prouvé. Oui, officiel et prouvé, c'est-à-dire que nous, on a vraiment utilisé les données à la fois de l'EMA et du VARS. D'ailleurs, on s'est rendu compte que les deux rendaient exactement les mêmes résultats sur ces statistiques. Et aujourd'hui, l'EMA nous a envoyé une lettre très très menaçante à Emmanuelle Darle et à moi-même, qui nous demande, en tant que chercheur... Donc l'Agence européenne du médicament. Du médicament, tout à fait, par l'intermédiaire de M. Alexis Nolté, qui est le chef de la section donc, de la médicamentation à usage... Et qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre Elle nous demande purement et simplement d'effacer tous les résultats et tous nos données de calcul sur bien, les effets indésirables des vaccins. Au nom de l'Agence européenne du médicament. Au nom de l'Agence européenne du médicament. Et d'ailleurs, elle a envoyé ça presque à beaucoup de Alors, je ne sais pas si elle a envoyé à beaucoup de chercheurs. Nous, on a reçu une lettre adressée à Mme Darle et à moi-même. Mais on vous dit effacez vos résultats sans vous dire pourquoi c'est faux, etc. Rien. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on aurait diffusé une information qui ne devrait pas être diffusée, qui est, pour chaque effet indésirable, le pays dans lequel a eu lieu l'effet indésirable. Donc, on nous dit que ça, ce serait une donnée qui serait privée, qui serait protégée. C'est une vaste blague, une vaste foutaise, puisqu'on a pu en discuter déjà avec des juristes spécialisés dans le droit administratif européen, nous dire mais c'est absolument pas vrai. Et on nous a demandé de nous engager sur l'honneur à donc effacer nos données, effacer nos résultats, et ne jamais diffuser ni à utiliser ces résultats pour une quelconque forme de discussion et de diffusion publique. C'est hallucinant. C'est en fait, Vincent Pavant, 5 ans après tout ce qui s'est passé, on veut encore de rester, la question ne sera pas posée. La question ne sera pas circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir, et surtout, il ne faudrait pas faire en sorte que des informations puissent sortir, que effectivement, grâce à cette donnée de pays sur les effets indésirables, on puisse éventuellement comparer ce qui s'est passé dans les pays. Je rappelle qu'on avait découvert à l'époque que le taux de déclaration d'effets indésirables entre la France et les Pays-Bas était différent d'un facteur jusqu'à 6. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment 6 fois plus de déclarations d'effets indésirables aux Pays-Bas qu'en France, avec donc des questions absolument hallucinantes derrière. N'y aurait-il pas des consignes pour certaines administrations de ne pas enregistrer les effets indésirables? Donc ça, on sait que ça a été promu par certaines administrations, hélas. Et la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où ça a permis en fait de taire les effets indésirables et jusqu'où effectivement ça permet du coup de ne jamais faire les bilans sérieux de ce qui s'est passé pendant le Covid. Vous avez mentionné l'idée aujourd'hui que on veut imposer des nouvelles campagnes de vaccination, notamment contre la grippe, notamment par des technologies ARN, notamment sur les personnels soignants. Alors évidemment, on pourra d'autant plus le faire qu'on n'aura pas fait le bilan de ce qui s'est passé sur le Covid. Et donc, à vouloir nous demander d'effacer nos traces, nos travaux en tant que chercheurs, c'est extrêmement choquant. Et on sent qu'il y a une volonté de mettre ça sous le tapis. Et de ne jamais regarder lucidement ce qui s'est passé, de sorte qu'on pourra continuer à avoir les mêmes messages effectivement de santé publique à l'adresse des gens en disant faites-vous vacciner à l'ARN, faites-vous le Covid et la grippe en même temps, et puis de toute façon, tout ça est sûr et efficace, ne vous inquiétez pas. Et tous ceux qui voudraient, à partir des données officielles, montrer que c'est pas tout à fait le cas, eh bien ceux-là, on leur demande d'effacer leurs recherches et de s'engager sur l'honneur à ne pas les diffuser. Très intéressant. Alors juste un mot, c'est intéressant de voir ce qui se passe en Europe face à l'extraordinaire vague de transparence qui se passe aux États-Unis. Il ne s'agit pas de dire les États-Unis, c'est formidable. Mais enfin, en l'occurrence, dans ce domaine-là, alors qu'il n'y a pas que les vaccins, vous savez, il y a aussi effectivement l'alimentation, l'obésité, le recul de l'espérance de vie. Tout à fait. Vu, tout ça est très fort. Juste ici, est-ce qu'à votre avis,
il y a une possibilité aujourd'hui, est-ce que vous avez senti dans les travaux, bon, c'était hier et encore aujourd'hui, hein, ça vient de commencer, ça vient d'être lancé, le Make Europe Healthy Again. Est-ce qu'il y a des possibilités vraiment que ça avance? Est-ce qu'on sent une coordination qui, en Europe, en général et en France en particulier, se met en place? Il y a une volonté de le faire. Effectivement, c'est assez dur de réunir au niveau européen les gens dans cette dynamique parce que chaque pays est vraiment spécifique à la fois dans la manière avec laquelle les gens ont eu de résister, dans les structures politiques, dans les calendriers politiques, dans les administrations qui gèrent ça, avec quand même des droits nationaux qui sont tous très particuliers. Et on sent qu'il y a une volonté vraiment de vouloir travailler ensemble sous l'égide de méthodes qui ont marché aux États-Unis. Donc c'est un peu ça l'idée. Essayons de regarder ce qui a marché aux États-Unis, essayons de voir comment on va pouvoir l'adapter en Europe et dans chaque pays. Parce qu'il y a effectivement, comme vous l'avez rappelé André, il y a des administrations européennes qui gèrent la santé. Et celle-là, il faut effectivement aussi s'y attaquer de manière spécifique. Donc en fait, on a à la fois un niveau européen, effectivement, qui nécessite une espèce de coordination européenne pour s'attaquer aux administrations européennes, mais il y a aussi besoin dans chaque pays, finalement, d'adapter cette politique MAA de sorte que, eh bien, ça puisse donner des résultats pragmatiques avec des calendriers particuliers. Et c'est surtout, Vincent Pavant, il faut bien dire que ce qui doit présider à tout cela, ce qui doit ordonner tout ça, c'est la transparence, oui. Parce que il y a quelques affaires de corruption, hein, on ne doit pas en parler, mais vous le savez aussi bien que moi, et je crois que tout le monde le sait aujourd'hui, et la transparence me paraît fondamentale. Et effectivement, ce que Robert Malone nous a dit, on en parlera lundi dans Berkov sur le vif, ce qu'il nous a dit, c'est qu'ils ont commencé à casser les agences existantes, en tout cas à les fragmenter et à faire une espèce de transversalité avec, puisque une partie des agences, je dis ça, c'est intéressant, une partie des agences de santé vont être mises sous le contrôle de Marco Rubio du département de la Défense. C'est quand même intéressant. Oui, tout à fait. C'est très important ce que vous dites sur le côté de contrôler un petit peu l'administration. C'est qu'aux États-Unis, ils ont cette culture de l'administration Biden, l'administration Trump. Donc en fait, chaque pouvoir en général arrive avec son administration et il y a beaucoup en général de turnover administratif au moment des changements politiques. C'est pas tout à fait le cas en France ni en Europe. Et donc la question de nettoyer un petit peu et de faire la transparence sur ces administrations risque d'être différente, peut-être même plus difficile, parce que justement on n'a pas cette même culture de la transparence administrative. Il faut savoir effectivement que aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les FOIA, les Freedom of Information Act, qui sont Freedom of Information Act, l'acte d'information, de la liberté de l'information. Voilà, l'acte de liberté de l'information. Et on sait qu'en France, tout ce qui a été saisi CADA, qui est arrivé fin des années 70, début des années 80, a suivi ce mouvement en fait, de FOIA aux États-Unis, en Australie et dans tous les pays anglo-saxons, qui est très puissant. Effectivement, pour lequel nous, on a du mal typiquement à enclencher. Je donne un exemple. Si vous voulez des données en fait, d'effets indésirables en France, produites par l'ANSM, via les CRPV, il vous faut faire une demande. Il n'y a pas directement... Il n'y a pas d'automaticité. Exactement, il n'y a pas d'automaticité, alors qu'aux États-Unis, par le VAERS, c'est fait. Donc c'est un exemple très pratique, mais très concret, parce que nous, les chercheurs derrière, si on a une automaticité en fait, de l'information, on peut vraiment faire des choses. Et c'est exactement ce qu'est en train de nous refuser l'EMA. L'EMA veut nous refuser cette automaticité. Voilà, parce qu'on n'a pas envie que vous cherchiez, donc on a envie d'abord de vous dire, gardez ça pour vous. Merci Vincent Pavant, on continue d'en parler. Merci beaucoup. Et continuez bien.